L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Mardi de la Santé UNIM organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors pour la 5e saison consécutive, nous vous donnons rendez-vous tous les 15 jours dans les studios de Medscore pour continuer à analyser tous les phénomènes de marché et nous invitons donc des intervenants qualifiés sur nos sujets. Ces rencontres sont bien sûr interactive avec un débat qui se veut ouvert, y compris sur d'éventuels points de désaccord. Il y en aura probablement, ou peut-être, je ne sais pas encore, entre vous. Et alors que nous avons déjà parlé sur le plateau de Medscore de la place prégnante de l'alimentation pour une bonne prise en charge physiologique globale, nous allons consacrer ce nouveau numéro des Mardis de la Santé à l'approche nutritionnelle dans les cabinets libéraux, et notamment dans les cabinets de kiné, en nous intéressant en particulier à l'inflammation qui est responsable notamment de douleurs et de tendinite. Or, cette inflammation de bas grade, nos invités le diront mieux que moi, commence dans l'intestin et avant dans l'assiette. Alors, à l'heure de l'émergence et parfois de la prise de pouvoir, je mets des guillemets, de thérapeutes en tout genre, de formations parfois un petit peu douteuses, mais qui se positionnent en concurrence des professionnels de santé, les patients sont un petit peu perdus au milieu de l'offre disponible et sont souvent en recherche d'un interlocuteur de confiance, autre que leur médecin traitant, qui, par manque de temps, souvent n'aborde que l'essentiel en consultation. Alors on pose la question sur ce plateau, est-ce que le kiné pourrait-il être cet interlocuteur de choix dans la démarche à travers une succession de séances qui permettent de favoriser les échanges et de créer une relation de confiance avec le patient? La question est posée et en plateau pour y répondre et répondre bien au-delà de ça, à ma gauche, Eddy Elabi, donc vous êtes ostéopathe nutritionniste, d'où votre présence ici. Vous faites également des formations alors en entreprise sur le sujet de prévention des risques, de la sécurité, de la santé au travail. Ce n'est pas exactement le sujet de ce soir, mais par contre vous intervenez sur des formations en Suisse, je crois, sur la thématique de la nutrition. Et du sport. Et du sport. Donc, merci à vous d'être présents. On est content de vous réaccueillir une nouvelle fois. À ma droite, Olivia Frassanito. C'est la première fois qu'on vous accueille, donc on est ravis que vous soyez là. Oui, alors, vous êtes biologiste, au départ formé en biologie marine, et donc vous travaillez pour le laboratoire de compléments alimentaires Phytocante, qui est un laboratoire familial, si mes sources sont justes. C'est cela. Et donc, vous avez l'habitude de travailler en direct avec les professionnels de santé, et notamment les médecins et d'autres prescripteurs, des kinés, des ostéos. C'est cela. Et avec nous en visio, Jean-Pierre Marguerite, pardon. Alors, vous avez une formation au départ de kiné que vous avez exercée pendant 3 ans pour ensuite vous consacrer intégralement à l'ostéopathie, à la naturopathie, à la micronutrition. Vous êtes également président de Europromostéo. Vous nous expliquez plus loin dans l'émission de quoi il s'agit. Vous êtes également membre du comité scientifique du GETCOP, donc qui est le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées. J'espère n'avoir rien écorché. Et vous êtes également membre de la commission de ostéopathie de l'AFNOR et enfin expert auprès de la Cour d'appel de Versailles. C'est à peu près complet, je crois que la liste est plus longue, mais j'ai essayé de faire court.
Ça va. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons comme tous les 15 jours Aude Pénel qui représente pour nous sur ce plateau notre partenaire l'UNIM. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qui est l'UNIM et surtout quel est son engagement auprès des professionnels de santé et en particulier des kinés? Oui, alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est organisée il y a de cela une quarantaine d'années, même plus de 45 ans, avec un objectif, celui de défendre les intérêts des professionnels de santé, notamment des kinésithérapeutes, mais également d'aller négocier les meilleurs contrats d'assurance à titre privé et professionnel. Donc on va retrouver des contrats de type prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur et également couverture de l'exercice en groupe. Merci beaucoup. Est-ce que l'on peut prendre un petit cas pratique pour bien comprendre ? Pour bien comprendre ce que c'est que la prévoyance, écoutez, la prévoyance, c'est un ensemble de mesures qui consistent justement à prévoir l'avenir et donc des situations désagréables. L'idée, c'est d'aller protéger son revenu et sa famille, d'aller protéger ses investissements ou d'aller également protéger ses associés. Et on va retrouver donc cette prévoyance au travers de différents types de contrats. Donc on va retrouver, comme je le disais tout à l'heure, la prévoyance personnelle, les contrats d'assurance emprunteur, mais également les garanties croisées entre associés. D'accord. Alors, tous les 15 jours, l'UNIM propose un atelier à nos auditeurs. De quoi va-t-il être question ce soir ? Alors ce soir, on va vous faire un atelier de présentation de l'association UNIM. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que peut offrir l'association à ses adhérents. Et puis on va faire un focus sur la loi Lemoine, qui est une nouveauté finalement concernant l'assurance emprunteur et notamment comment faire des économies sur son assurance emprunteur. Alors, merci Aude. Petit rappel du contexte de cette émission. Alors, la majorité des professionnels de santé sont désormais conscients et convaincus de l'importance de l'alimentation, par voie de conséquence de la digestion dans la santé globale. Et un ennemi commun à tous, que ce soit aux rhumatologues, aux chirurgiens, aux médecins du sport, aux kinés et bien évidemment aux patients, c'est l'inflammation donc qui est responsable de douleurs et de tendinites. Et donc nous allons découper notre soirée en 3 axes. Nous allons parler de nous allons essayer de délimiter les champs de compétences pour une complémentarité optimale entre les professionnels de santé, si possible sans concurrence. Nous parlerons du cadre juridique, notamment pour les kinés, mais aussi pour les ostéos. Et enfin, nous évoquerons les pistes de formation qui sont ouvertes. Et ça tombe bien, nous avons des formateurs avec nous ce soir, donc ça sera de bonne aloi. Et donc ce sont sur ces 3 axes que je vous demanderai chacun de vous positionner. Donc tout de suite notre première partie, quelle délimitation des champs de compétences pour une complémentarité optimale entre les professionnels de santé. Alors bien entendu, notre objectif dans cette première partie est de délimiter les champs de compétences et donc je m'adresse à vous, Eddy Elabi, en tant qu'ostéopathe nutritionniste. Pourquoi l'évidence de l'alimentation dans la prise en charge physio ? Est-ce une évidence déjà ? Alors merci de me permettre d'ouvrir le bal. Avec un tel sujet, effectivement, on va avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir quelques curieux qui s'intéressent au sujet, mais surtout, on va avoir des personnes convaincues de l'importance et de l'intérêt de ce sujet. Et on peut avoir des personnes qui vont trouver ça similaire à demander à un plombier de faire de l'électricité. C'est-à-dire que c'est 2 professions différentes. Et c'est vrai qu'avec une telle vision, on peut soulever quelques querelles interprofessionnelles, voire intraprofessionnelles, qui serait un petit peu triste, mais moi je suis pour la paix des professions, donc j'ai plutôt tendance à penser que la seule chose importante, c'est l'habileté professionnelle poussée au maximum de nos compétences. Donc du coup, qu'on soit médecin, kinésithérapeute, ostéo, diététicien, on est tous dans la même équipe et on travaille dans l'intérêt du patient. Donc, effectivement, alors souvent, derrière tout ça, il y a une peur d'être moins efficace que l'autre. Alors pour ça, pour se sentir compétent et performant, il faut se former et surtout s'ouvrir. Les patients ont besoin d'ouverture. Alors,
les sujets de ces plateaux, c'est aussi de donner des outils aux professionnels. Et là, notamment, par rapport aux kinésithérapeutes, ce qui est très intéressant, contrairement aux autres professions, c'est que les kinésithérapeutes, bien souvent, ils vont voir des patients plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines. Donc c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'éducation thérapeutique, l'éducation sur plusieurs aspects, notamment la nutrition, l'alimentation. Et si on sait écouter son patient, on peut entendre parfois des choses comme, par exemple, ma voisine me dit que si j'arrête mon café au lait ou le gluten, c'est à la mode, je verrai mes tendinites s'améliorer. Elle l'a fait, elle a beaucoup moins de douleurs d'arthrose. Alors effectivement, ça c'est ce qu'on appelle des discussions de comptoir. Si le professionnel peut avoir une culture scientifique et surtout une approche en principe plutôt intellectuelle, j'ai envie de dire, et pas trop pratique, il va pouvoir discuter avec son patient et puis gagner en crédibilité et puis retrouver du sens dans sa pratique quotidienne. Voilà. Très bien, merci. Donc pour vous, tout professionnel de santé, si je vous résume, doit être concerné par le sujet et du coup monter en compétence pour apporter des réponses à son patient. Oui, donc Jean-Pierre, je m'adresse à vous toujours dans cette partie de la délimitation des compétences. Pour vous, l'ostéopathe est particulièrement bien placé pour intégrer dans sa prise en charge l'aspect nutritionnel, notamment par le lien entre organique et métabolique. Expliquez-nous un petit peu en quoi l'ostéo, pour vous, est le professionnel qui doit intervenir sur cet aspect. Il faut revenir sur un des principes fondamentaux de l'ostéopathie qui, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le squelette qui prime, mais la circulation du sang. Et je vous donne un exemple concret. Vous avez une sciatique gauche, donc des muscles de la hanche qui sont trop tendus, qui créent une lésion et une répercussion sur la colonne vertébrale. Quelle technique que vous fassiez en manipulation, en massage, en mobilisation, n'aboutiront pas, à mon sens, à un résultat durable. Pour la raison simple, c'est que si ce muscle-là est trop tendu, c'est que la vasculation du muscle est insuffisante pour lui permettre de travailler. Et si on regarde d'où vient l'artère qui nourrit ce muscle, il faut remonter en amont, il faut partir du cœur. Et entre le cœur et la hanche, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la partie abdominale où se logent tous les organes digestifs. Et le premier point de compression du système artériel et vasculaire, c'est le diaphragme. La grosse artère qui vient du cœur traverse le diaphragme. Et là, on peut rejoindre aussi le facteur émotionnel qui y contribue, mais pas seulement. Parce que la capacité du diaphragme à se mobiliser, à monter et descendre pour respirer, dépend de la grosse masse qui est fixée en dessous, qu'on appelle le foie, qui lui règle le métabolisme. C'est le foie, grâce à la bile, qui permet d'assurer une bonne digestion, une lubrification du côlon. Et pour revenir à la sciatique gauche, si la digestion n'est pas bonne, s'il y a une répercussion sur la colopathie fonctionnelle, bien évidemment, il y aura une compression de la branche de l'artère gauche qui va en direction du muscle de la hanche gauche. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de la plomberie. On m'a dit que votre métier, c'était à la fois de la tuyauterie, de la plomberie, de l'électricité avec les nerfs. Nous sommes une entreprise générale de santé. Nous accompagnons les gens dans leur processus de remise en santé. Nous ne sommes pas des magiciens. Nos mains peuvent paraître assez surprenantes parfois, parce qu'en touchant un corps, on peut libérer des compressions et la personne ressentira immédiatement les fourmillements et une meilleure vascularisation dans ses membres. C'est simplement parce qu'on a levé la compression existante sur une artère. Et pour ça, il faut mobiliser en douceur, pas tirer sur l'os. Si l'os n'est pas à sa place, c'est qu'il y a un muscle qui tire dessus. Il faut bien évidemment comprendre qu'il faut relâcher les muscles, et pour relâcher le muscle, il faut amener du sang. Et pour que le sang arrive à ce muscle en question, il faut aller voir en amont où il y a des compressions. Et vous parliez tout à l'heure d'acidité. Le muscle ne travaille correctement que s'il est bien vascularisé. Faute de quoi, l'acide lactique va stagner. Et là, ça crée des contractures et des tensions avec des répercussions articulaires. Mais pour l'acidose, il faut aller bien loin. Il y a deux formes d'acidose. Il y a l'acidose qui est liée à l'insuffisance hépatique, puisque le foie transforme les sucres en graisse et fabrique des acides fixes et des acides volatiles. Les fixes sont émis par les reins, les volatiles par les poumons. Un petit clin d'œil au Covid. Et puis, il y a les acides
qui sont issus du mode d'alimentation ou une alimentation trop acidifiante. Et là, on rentre dans l'alimentation, je dirais dans l'hygiène alimentaire. Parce qu'il faut peut-être faire la distinction entre la diététique, la nutrition et l'hygiène alimentaire. Les diététiques consistent plutôt à surveiller les apports, à ce que l'alimentation soit équilibrée, le choix des lipides, les excès de sel, les apports de légumes, de céréales non raffinés, la diminution des sucres. Donc la nutrition, elle va plus s'intéresser médicalement sur les carences qui vont susceptibles de gérer une suralimentation favorable à l'obésité ou à l'hypertension. Et l'hygiène alimentaire, c'est autre chose. C'est souvent l'association d'aliments qui ne se combinent pas, qui crée des fermentations, des putréfactions et des troubles digestifs qui alors compriment les artères qui viennent du cœur, qui vont dans le petit bassin. Donc du coup, pour vous résumer, là ce que vous nous êtes en train de nous expliquer, qu'on a très bien compris, donc qui est de la compétence de l'ostéo, ça veut dire que c'est une compétence que n'a pas le kiné et qu'il lui faudrait pour prendre en charge l'aspect nutritionnel. Il faut avoir une approche systémique de l'organisme et prendre en compte l'ensemble des fonctions, quelles qu'elles soient. Et la kinésithérapie que j'ai exercée pendant un petit moment ne répondait pas à mes besoins parce que je n'arrivais pas à expliquer certaines choses. Il n'y a rien de plus passionnant pour un praticien que de comprendre ce qu'il fait et surtout de pouvoir l'expliquer à son patient. Quand une personne vient avec une douleur, il me dit « mais pourquoi elle est à gauche et à droite ?» Je suis incapable de lui expliquer, c'est pas traumatique. Et elle n'est pas tombée, il n'y a rien eu, et pourtant, elle se lève le matin, elle a une douleur à gauche et à droite. Pourquoi c'est l'épaule gauche et pas la droite? Pourquoi c'est la hanche droite? Pourquoi c'est le genou? C'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir répondre à ces questions. Merci beaucoup. Alors, Olivia ne vous a encore pas entendu, donc c'est le moment. La biologiste en l'occurrence, a aussi son mot à dire, puisqu'on est sur un sujet quand même de nutrition. Et on voit que les différents professionnels de santé ont aussi se servent de compléments alimentaires. Alors, à quoi servent ces compléments alimentaires et quels professionnels de santé les utilisent et quels sont, selon vous, les professionnels de santé les plus aptes à prodiguer des conseils nutritionnels, autres bien sûr que les nutritionnistes? Alors, oui, tout d'abord, les compléments alimentaires, ce ne sont des produits qui ne sont pas destinés à guérir, à traiter ou soigner une maladie. Donc on est là en accompagnement, en prévention du traitement du patient. Et je dirais aujourd'hui on parle de nutrition, donc c'est une sphère un peu plus spécialisée de la nutrition, où on va pouvoir apporter les éléments dont le corps a besoin, c'est-à-dire nutriments et micronutriments, c'est-à-dire vitamines et minéraux, mais aussi des substances bioactives tirées des plantes, ou d'autres substances comme des acides gras, des acides aminés et autres. Alors, je dirais qu'on est particulièrement utile en prévention de maladies et aussi pour accompagner le terrain, notamment en cas de maladies chroniques. Et ça peut prendre tout son sens en cas d'inflammation avec des nutriments qui ont une visée antioxydante, anti-inflammatoire et les fameux antioxydants tirés des plantes. Alors, on aura toujours une action donc physiologique ou nutritionnelle. Par exemple, sur la sphère ostéomusculaire, on sait, il est plus que connu même dans le public, que le calcium ou la vitamine D, qui sont des micronutriments, donc vitamines et minéraux, auront une action sur le squelette, et que le magnésium participe aussi à la nutrition musculaire, évite d'avoir des crampes, des choses comme ça. Donc, on peut penser à utiliser les compléments alimentaires pour soutenir des bonnes habitudes alimentaires et pour nourrir, par exemple, des populations cibles plus fragiles, comme les personnes âgées. Elles vont avoir au moins des problèmes d'assimilation de certaines substances vitales, comme par exemple au niveau des acides gras, pour synthétiser, transformer leurs acides gras qui ont une visée anti-inflammatoire. Je pense qu'il est bien, à partir d'un certain âge, de se supplémenter. Et donc Olivia, sur la deuxième partie de la question, donc sur les thérapeutes les plus à même de les utiliser et les mieux placés pour intégrer les conseils nutritionnels. Bien. Disons que parmi les praticiens qui parlent d'alimentation ou de nutrition, comme M. Marguerite l'a dit, il y a tout d'abord les diététiciens qui ont une vision, voilà, on va faire un menu et fixer des bases alimentaires. Il y a ensuite tout ce qui est nutritionniste, alors tout en sachant que nutritionniste, ce n'est pas un terme qui est réglementé. Donc en général, ce sont des médecins qui ont une spécialité en diabétologie, endocrinologie, ou qui ont suivi un DU en nutrition.
Et il peut y avoir des naturopathes nutritionnistes. Et d'ailleurs, les naturopathes ont quand même une place dans ce champ, car c'est une spécialité qui est convaincue à la base, philosophiquement, que l'alimentation a un rôle central dans la santé. Donc, ils y sont quand même assez sensibilisés. Et ce sera selon les formations que le naturopathe a pris qui pourra affiler le terme nutritionniste à sa plaque. Il peut y avoir ensuite des nutrithérapeutes, micronutritionnistes, qui sont des praticiens qui ont suivi des DU pour se spécialiser dans ces domaines. Par ailleurs, il y aura des conseillers en nutrition, plus dans les magasins, les centres de soins, les centres sportifs, ou carrément un coach en nutrition qui, lui, va transformer le comportement alimentaire, instaurer de nouvelles habitudes alimentaires. Donc, selon l'affinité du praticien, on pourra faire différentes choses. Je pense qu'un naturopathe va pouvoir plus aborder des questions d'alimentation vitale, le mode de cuisson qui a une incidence aussi sur la qualité nutritionnelle du produit. Mmh. Et par exemple, un médecin qui est formé en micronutrition pourra orienter des analyses et des diagnostics en termes d'intolérance alimentaire qui, sous une forme un peu cachée, vont avoir des impacts assez conséquents sur l'inflammation et sur les troubles de l'appareil ostéomusculaire. Merci beaucoup, Olivia. Alors, on a pu voir dans cette première partie que la prise en charge nutritionnelle était essentielle pour une bonne prise en charge physio globale. Alors, l'interlocuteur de confiance du patient doit être sensibilisé à l'approche systémique et prendre le temps de comprendre et connaître son patient pour l'aider, par exemple, à en finir avec son inconfort digestif, sa fatigue chronique ou ses douleurs articulaires. Alors, pose la question, le kinésithérapeute ne pourrait-il pas être cet interlocuteur de choix dans la démarche à travers une succession de séances qui lui permettent de favoriser les échanges, de créer une relation de confiance avec le patient? Alors, quel cadre juridique pour les différentes professions? C'est l'objet de notre second volet. Alors, quelles sont les limites des conseils nutritionnels sans aller empiéter sur les professionnels du secteur de la nutrition? Comment doivent-ils être encadrés et accessoirement rémunérés? Et donc, je me retourne à nouveau vers vous, Eddy. En quoi le MKDE, donc le masseur kinésithérapeute, peut-il être légitime? Est-il censé s'exprimer sur le sujet de la nutrition? Alors, juridiquement parlant, je ne peux pas affirmer quelque chose dessus. Tout ce que je sais, c'est que, pour citer Franck Gatto, qui n'est pas très connu, mais qui a fait beaucoup pour la profession des masseurs kinésithérapeutes, puisque... Et donc, qui est kiné? Et ses travaux ont permis d'ajouter un travail de recherche, un mémoire de recherche et une année d'études au kiné, et une meilleure reconnaissance du diplôme. Il dit le kiné doit être formé à et par la recherche multiréférentielle. C'est-à-dire qu'il a une formation scientifique et il est plutôt apte à lire des articles scientifiques et à se faire un avis. Et puis dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, effectivement, il peut être amené à prodiguer du conseil. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, dans cette approche nutritionnelle plutôt basée sur de la culture scientifique et une approche théorique. Après, maintenant, sur l'approche pratique, il faudrait creuser un petit peu, mais il me semble que conseiller par un professionnel comme le kiné, comme le masseur kinésithérapeute, des compléments alimentaires qui sont délivrés sans ordonnance, comme des vitamines ou des probiotiques, des choses comme ça, je vois pas où est le mal, et c'est peut-être même mieux qu'une auto-phytomédication du patient lui-même. Alors, quand on a préparé cette émission, on m'a dit que dans le référentiel des compétences du kiné, que le kiné ostéo se doit de fournir conseil à son patient, et de par sa formation scientifique. Alors, tout à fait. Il existe un référentiel des compétences, mais alors, je connais celui des ostéopathes, puisque je suis ostéopathe au départ, et effectivement, il stipule qu'on se doit de prodiguer des conseils hygiéno-diététiques. Il existe certainement le même référentiel pour les masseurs kinésithérapeutes à ce sujet-là. D'accord, merci. Olivia, quelle particularité donc des produits qui sont distribués notamment par le laboratoire que vous représentez et ne s'agissant pas de médicaments, mais donc comme on l'a dit de compléments alimentaires qui ne sont pas destinés à soigner, quelle est la réglementation?
Alors, c'est vrai que la frontière entre l'aliment et le médicament a toujours été plus ou moins floue. Et ceci n'allait pas dans le sens de la protection du consommateur. Donc depuis le début des années 2000, la réglementation en Europe et en France s'est drastiquement renforcée pour protéger le consommateur. Mais avec une réglementation qui est assez transversale et qui évolue constamment et qui, à ce jour, induit pas forcément le patient ou l'utilisateur dans la clarté. C'est-à-dire que maintenant, on utilise beaucoup des termes génériques qui sont des allégations de santé génériques. Par exemple, le magnésium va contribuer à, le calcium va contribuer à ceci. Et c'est des termes que maintenant on peut voir aussi sur une bouteille de jus de fruits, des choses comme ça. C'est lié à l'alimentaire. Mais je ne sais pas si ça participe beaucoup plus à l'information aujourd'hui du patient. Mais de ce fait, nous, pour bien travailler, on travaille beaucoup sur les conseils des praticiens de santé. Et je dis bien conseils, pas prescription, parce que ce ne sont pas des médicaments. Et ma société, qui n'est pas un laboratoire, ce terme étant un peu réservé aux sociétés pharmaceutiques, aux entreprises pharmaceutiques, on travaille main dans la main avec les praticiens de santé pour avoir des produits un petit peu différents de ce qu'on trouve en libre achat sur les comptoirs des pharmacies. C'est-à-dire qu'on est en vente libre, bien entendu, mais le thérapeute va pouvoir orienter le choix du patient et de ceci permettre une efficacité de traitement. Jean-Pierre, on a vu donc avec vous, l'ostéo s'occupe à la fois de la charpente, des os, de l'électricité, les nerfs et de la tuyauterie, les artères et les veines. Quel va être le cadre juridique pour les ostéos en matière de nutrition, et pourquoi cette guerre, j'ose le dire, fratricide avec l'ordre des kinés? D'abord, première réponse sur le statut d'ostéopathie. Nous ne sommes pas dans le code de la santé publique. Non, nous ne sommes pas des professionnels de santé, au sens du terme. Et en ce sens, nos relations, peut-être avec les professionnels de santé, sont un peu perturbées. Parce qu'il y a peut-être un manque de sécurité, de surveillance de l'enseignement. Il y a aussi une pléthore d'écoles qui ont fleuri avec un nombre d'ostéopathes important qui a saturé le marché comme jamais dans aucun pays dans le monde. Et cette situation indispose peut-être le corps médical. En plus, les études aujourd'hui n'ont pas été... Il y a des études qui ont été faites, mais on reproche certainement le manque de rigueur de l'étude, ou les études sont faites avec des personnes en nombre trop insuffisant. Donc c'est tous ces éléments qui peut-être créent un état d'insécurité et qui fait que les professionnels de santé ont tendance à diminuer un peu la valeur de l'ostéopathie. Alors c'est dommage parce que il suffirait simplement qu'on se comprenne. Et aujourd'hui, les médecins et les ostéopathes, les kinés et les ostéopathes, les kinés exclusifs, ne se comprennent pas. Alors, il y a une chose quand même qui m'a étonné, parce qu'on parle de la nutrition, et pour parler de nutrition, il faut parler de la fonction digestive, en particulier. Et ce n'est pas, à mon avis, une pratique usuelle en kinésithérapie de s'occuper de la fonction digestive. Qu'on donne des recommandations, des vitamines, des minéraux chez les sportifs, ça c'est très bien, mais donner des compléments, des micronutriments qui ont une valeur, je dirais, de renforcement des fonctions des organes digestifs, il faut savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est un premier élément. Alors, en tout cas, ce qu'on aura pu voir avec vous trois, c'est que la délimitation des champs de compétences n'est pas du tout évidente. Le cadre juridique, pas non plus si clair que ça. Et après ce cadre que nous avons essayé de délimiter, nous allons nous intéresser aux formations disponibles. Et parmi toutes les offres, il y a pléthore sur le marché, comment bien les choisir, ça sera l'objet de notre troisième volet. Et on en parle après le message vidéo de l'UNIM. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés.
pour notre troisième et dernière partie, quelles sont les pistes de formation ouvertes pour les masseurs kinésithérapeutes, entre autres. Et Eddy, je vais à nouveau m'adresser à vous. Alors, quelle formation choisir? À quel prix? Et comment le professionnel de santé rentabilise son investissement personnel, parce que c'est aussi du temps, de l'argent. Et vous assurez vous-même des formations en posturologie, en éducation thérapeutique, en nutrition. Comment pouvez-vous nous guider au milieu de ce pléthore d'offres? Alors effectivement, moi ce que je propose, c'est essentiellement cette première approche un petit peu, comme je disais, culturelle, scientifique, intellectuelle. Après, si le masseur kinésithérapeute souhaite aller plus loin, parce que ça reste, comme disait Olivia, c'est pas anodin de prendre un complément alimentaire, ça peut être invasif, c'est-à-dire qu'il faut être sûr de la qualité, il faut savoir lire les étiquettes, s'assurer que les produits soient labellisés, contrôlés, connaître les limites supérieures de sécurité, les différentes interactions. Le masseur kinésithérapeute peut s'inscrire à des diplômes universitaires qui sont ouverts d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Comme disait Jean-Pierre, effectivement, la formation initiale des kinés est peut-être pas très riche sur le plan de la diététique, de la nutrition. Donc d'où ces formations qui permettent effectivement, comme je le disais, en priorité de gagner en crédibilité vis-à-vis du patient, pouvoir répondre à certaines de ces questions, et puis retrouver un petit peu de sens, et puis pourquoi pas d'efficacité sur différents aspects des problématiques rencontrées en cabinet au quotidien. D'accord. Donc pour qu'on comprenne bien, il y a à la fois une proposition d'offres, de diplômes universitaires, et aussi d'écoles. Faut-il se méfier un petit peu de certaines offres qui pourraient paraître farfelues, puisqu'il peut y avoir... Alors quand je disais, si le professionnel a une formation initiale scientifique, il n'y a pas trop de problème. Effectivement, s'il y a des personnes qui font une reconversion, qui ne sont pas du tout issues d'un milieu scientifique, on va avoir effectivement, quand quelqu'un vous dit « j'ai été formé en quelques week-ends ou en cours du soir et je vais conseiller des compléments alimentaires », ça peut être effectivement... c'est un peu gênant. Ouais, ça peut être gênant. Et pas très crédible. C'est ça. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la plateforme Europromostéo que vous mettez en place, et quelle est justement sa vocation dans la transmission? Parce que si j'ai bien compris, c'est pour fédérer des ostéos qui sont formés selon les mêmes... Alors, Europromostéo est une association de médecins que j'ai créée au moment où la reconnaissance de l'ostéopathie pour avoir une structure qui permet d'être un interlocuteur vis-à-vis des autorités. Mais la plateforme en elle-même s'appelle Mon Ostéo. Parce que quand vous transmettez un savoir à une personne, on n'a aucun recul sur la façon dont elle l'applique. Et c'est grâce à cette plateforme que je peux tracer le patient et l'ostéopathe, recueillir des enquêtes de satisfaction qui sont évidemment en interne, qui permettent simplement de situer l'ostéopathie par rapport à ses confrères et le permettent d'évoluer, mais également de remplir des documents d'auto-évaluation à J1 et à J180 qui permettent d'évaluer l'évolution de l'état de santé en fonction de nos modes de vie. Et puis également contrôler, entre guillemets, si le praticien a bien respecté la méthodologie de soins. Parce que la réputation des ostéopathes dépendra de l'ensemble des ostéopathes qui la constituent, de la bonne application de la méthode. Aujourd'hui, on transmet, mais il faut s'assurer de la bonne reproduction de ce qu'on a transmis. Et c'est l'objectif de cette plateforme. C'est une sorte d'agenda en ligne, ni plus ni moins, mais très personnalisé. D'accord. Comment on assure la traçabilité des prescriptions, et comment on identifie du coup des bons produits, je mets des guillemets? Il est simple qu'à partir du moment où il y a une prescription de micronutriments, on le sait à travers l'enquête de satisfaction. Est-ce que le patient l'a consommé ou pas? Est-ce qu'il l'a commandé chez le laboratoire? Donc le laboratoire peut nous faire un retour en disant, voilà, tel et tel patient commandé, on est sûr qu'il a bien pris les produits. C'est toute cette infrastructure, mais il n'y a pas... Le nutriment est important, c'est le médicament de l'ostéopathe. Il est peut-être aussi. Mais ce qui est important, on l'a dit au départ, c'est l'hygiène alimentaire. C'est fondamental. Et ça, le changement du comportement alimentaire dépend de la pédagogie du praticien. C'est, à mon avis, 80% du traitement. Soulager, c'est facile. Donner les clés au patient de maintenir le soulagement qu'il a pu obtenir, c'est beaucoup plus important. Olivia, alors quelles connaissances ont les professionnels de santé en général des compléments alimentaires, et comment aussi ils sont formés, pareil avec les mêmes dérives possibles qui ont été évoquées, et aussi pourquoi une nutrition équilibrée aujourd'hui
ne suffit pas ou plus. D'accord. Mais alors les professionnels de santé ont un regard assez disparate par rapport aux compléments alimentaires. Et je dirais que c'est le cas aussi pour la nutrition en général. Que ce soit en formation médicale, ostéopathie, kiné, le tronc initial, la formation initiale n'inclut pas ou très peu la nutrition, ou va se limiter peut-être au processus de digestion, voir l'assimilation des produits. Mais c'est assez restreint. Et d'ailleurs, quand j'assurais l'information, la communication auprès des praticiens de santé, je voyais que les kinés, j'en avais très peu, mais plus des ostéopathes, en début de carrière, en sortie d'école, ils étaient très mal à l'aise avec la nutrition, mais encore plus avec les compléments alimentaires. Donc c'est le fruit, comme pour le reste, d'améliorer sa pratique année après année, en continu, de manière régulière, en améliorant ses techniques, les élargissant. Et de ce fait, ce sont beaucoup les laboratoires qui assurent la formation aux compléments alimentaires auprès des praticiens et auprès du public. Mais de plus en plus, ces informations sont assez génériques. Voilà, quand on travaille avec des probiotiques, des acides gras, certaines vitamines et minéraux, le champ d'efficacité est connu. Mais voilà, nous, on travaille main dans la main pour informer les praticiens de santé, on édite des dossiers scientifiques, des supports de documentation sur ces sujets-là. Notre émission touche à présent à sa fin, donc je vais demander à chacun de vous de nous livrer son petit mot de conclusion quant à la légitimité du kiné pour la prise en charge nutritionnelle dans sa pratique. Jean-Pierre, que souhaitez-vous que nous retenions de votre intervention ? Le thérapeute peut certainement avoir un rôle important, comme le disait tout à l'heure Élie. Il est en contact régulier avec son patient et d'une façon beaucoup plus longue que l'ostéopathe. Les séances de kinésithérapie durent. Et donc, il peut très bien avoir une formation complémentaire permettant d'apporter des nutriments, des compléments nutritionnels, des vitamines, des minéraux, tout ce qui peut contribuer à son mieux-être. Mais il est bien évident que l'impact de ces produits dépendront essentiellement de son mode d'alimentation. S'il y a une inflammation de l'intestin, vous pouvez donner n'importe quel produit, ça ne fonctionnera pas. Et si la qualité de la bile n'est pas bonne, l'intestin sera fragile. Et mettre des probiotiques sur un état fragile, c'est comme mettre des graines sur un terrain qui n'est pas fertile. Merci beaucoup. Donc, si je résume votre propos, il est légitime, mais il doit être correctement formé sur ces différents aspects. Eddy, merci beaucoup. Votre petit mot de conclusion, Eddy ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il est admis que les pathologies chroniques rencontrées dans les cabinets de kinésithérapie sont améliorées par une prise en charge parallèle et nutritionnelle. Donc le kiné ne peut plus se contenter simplement de dire manger 5 fruits et légumes par jour et ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Il doit aller plus loin pour être efficace avec son patient. Et donc se former avec des formations complètes, efficaces. Olivia, même si là j'exprime que mon point de vue, je suis tout à fait d'accord avec ces messieurs. Et je pense que pour un praticien, c'est tout à fait intéressant, voire spectaculaire, d'intégrer l'alimentation dans sa prise en charge et d'en voir les résultats. On peut faire des choses fabuleuses avec et c'est un axe assez intéressant, oui. Donc notre émission est à présent terminée. Nous remercions nos 3 intervenants d'avoir participé activement. Nous remercions les équipes d'Ouvrez l'œil qui nous en assurent la production, de Medscore pour la préparation. Et nous vous donnons donc rendez-vous dans 15 jours. Ce sera le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, mais vous avez bien mieux à faire en nous rejoignant pour parler de prévention médicale. Et nous essaierons de voir quels en sont les acteurs majeurs. Alors après la médecine préventive, à quand la kinésithérapie préventive et quel rôle du kiné pour anticiper la blessure, quel financement pour la prévention. Un sujet très 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 riche, donc rendez-vous dans 15 jours, mais la soirée n'est pas tout à fait finie puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est présenté et je laisse Aude faire son petit teasing pour cet atelier. Alors en 10 minutes, on va revenir sur les intérêts d'adhérer à l'association UNIM et donc de nous rejoindre
au sein de cette association. Et également, on va faire un focus sur la loi Lemoine et donc comment faire des économies grâce à cette nouvelle possibilité qui vous est donnée par la loi de changer d'assurance emprunteur. Parfait. Eh bien, il me reste juste à vous souhaiter un très bon atelier et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Mardi de la Santé UNIM. Merci, bonne soirée. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.